Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. CEMA TV est en vacances cette semaine. On a décidé de se déplacer du côté du Parc du Souvenir à Montmagny pour vous présenter l'émission. Nous sommes le lundi 17 juillet et on va vous proposer dans les prochaines semaines des moments forts de l'année, différentes entrevues qu'on a réalisées également. Entre autres, on va débuter aujourd'hui avec une rencontre entre Michel Mominier et Bruno Fortin, qui est chargé de projet pour l'organisme Bassin Versant de la Côte-du-Sud. On sait que ce printemps, il s'est passé pas mal de choses de ce côté-là. On a instauré une politique de l'eau à Montmagny en compagnie de l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Alors, il en sera question. Aussi, on va rejoindre Patrick Vachon, Yvon Lévesque et Jean-François Caron au terrain de Balmol de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot parce qu'on a eu de belles annonces. On va y revenir sur ces annonces-là. On va en reparler. On va se les remémorer. Edith Rousseau nous parle de mi-carême. C'était le printemps dernier. On aime toujours se souvenir de ce qui se passe du côté de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Et en fin d'émission, un passage d'artiste, bien sûr, qu'on a eu ce printemps, l'humoriste Phil Roy. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Notre prochain invité, c'est M. Bruno Fortin, qui est chargé du plan directeur de l'eau de l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Bonjour, Bruno. Oui, bonjour. Content de vous recevoir. Bien, moi aussi, très content d'être là. Oui, parce que, bon, on en jasait avant l'entrevue, là. Moi, je connaissais l'organisme, mais si peu. Oui. Quand vous m'avez téléphoné cette semaine, ah, ben oui, c'est vrai, bassin versant, parce qu'on a déjà entendu parler des bassins versants. Qu'est-ce que c'est exactement que cet organisme des bassins versants? Oui, bien, en fait, l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, on fait partie d'un réseau de 40 OBV au Québec. En fait, là, la mission, là, c'est vraiment la concertation autour des enjeux de l'eau. Donc, nous, notre territoire, en fait, on est à Beaumont jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay, là, dans l'Îlet. Puis en fait, ben, qu'est-ce qu'un bassin versant, là? C'est vraiment une portion de territoire où toutes les précipitations, finalement, là, vont se retrouver à un même endroit. Donc, par exemple, si je prends un exemple dans la région ici, on a le bassin versant de la Rivière-du-Sud, qui est un immense bassin versant qui part là, de Saint-Philémon, Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, toute cette eau-là se retrouve dans la Rivière-du-Sud, il va se jeter à Montmagny, là, finalement. Là. OK. Maintenant, vous êtes ici pour me parler d'une série de 3 ateliers là, qui sont organisés en table de travail pour planifier des actions afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales. Je me sers de mes notes parce que c'est quand même, je vais bien dire, pour moi, c'est un peu du chinois. Là. Oui. Expliquez-moi exactement, là, parce que vous avez touché une corde sensible quand vous m'avez parlé là, de masse d'eau lors de pluies diluviennes qui va dans nos canaux d'égout, là, et après ça peuvent se retrouver dans la rivière ou dans le Saint-Laurent. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que vous avez touché une corde sensible. C'est quoi exactement, d'abord, ces ateliers-là? Oui, bien, en fait, là, si je peux... les ateliers, là, c'est qu'il y a un désir... en fait, le projet est en collaboration avec la Ville de Montmagny. Et il y a vraiment un désir d'améliorer la gestion de l'eau dans nos villes. Je vous arrête. Oui. Quand vous parlez d'améliorer... Qu'est-ce que ça veut signifier? Pour les gens qui nous regardent, là,
C'est quoi, en fin de compte, l'objectif? Oui, bien, si je peux décortiquer un petit peu, il faut comprendre un peu comment l'eau se déplace un peu dans nos villes. Dans le fond, quand il y a des précipitations, il y a une partie de l'eau qui va être absorbée par toutes les surfaces gazonnées, toutes les surfaces végétalisées. Mais il y a une grande partie de l'eau aussi qui va tomber sur des surfaces qu'on dit qui sont imperméables. Donc, les toits des maisons, les routes. Et ça, cette eau-là va aller directement dans les canaux, dans les égouts, finalement, puis va se retrouver directement dans nos cours d'eau. Cette eau-là, bien, sur son chemin, va ramasser toutes sortes de choses, là, notamment des polluants, là, donc des huiles, des sels de déglaçage, des engrais. Puis tout ça se retrouve dans nos rivières. Donc, l'objectif, c'est vraiment de garder le plus possible cette eau-là dans nos villes, finalement. Et pour revenir aux ateliers, c'est la municipalité de Montmagny et l'OBV veulent travailler avec la population parce qu'on parle de nos milieux de vie. En tant que citoyen, on veut améliorer notre municipalité. Donc, ce qu'on veut faire avec ces ateliers-là, c'est qu'on veut informer la population sur cette problématique-là. Et à la fin, on va arriver avec un plan d'action concret pour la municipalité qui va avoir été élaboré avec la population, finalement, là. Bon, vous me disiez, quand il y a des surplus d'eau, on jette ça dans nos rivières, dans notre rivière ou notre fleuve. Et moi, il y a eu cet automne, octobre-novembre, je ne sais pas, un déversement de la Ville de Québec de plusieurs millions de litres d'eau usée qui ont été déversés dans notre fleuve. Et José et moi, on a fait une sortie assez virulente là-dessus parce que moi, j'ai un chalet sur le bord du fleuve et cette eau-là, si la marée était haute, c'est ramassée sur le bord de notre plage. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que parce que là, vous me parlez d'égout. Alors, si on parle d'égout, ça veut dire qu'il y a de l'eau propre, qui est l'eau de pluie, mais il y a ces eaux usées-là aussi. Oui, bien en fait, c'est vraiment important de faire une distinction entre ce qui s'est passé, par exemple, à Montréal ou à Québec, là, où on a vu des gros déversements dans le fleuve. Je ne connais pas les détails, là, mais c'était vraiment plus dû à un bris ou à de la réparation qui devait être faite plus à l'usine de traitement, donc qui a nécessité un déversement. Mais ce qu'on observe à Montmagny, puis ce qu'on observe dans à peu près toutes les villes au Québec, là, c'est plus par rapport à comment le système d'égout est fait, là. En fait, c'est que quand il y a des grandes précipitations, ces eaux-là vont se retrouver dans les réseaux d'égouts avec les eaux qui proviennent des maisons, au même endroit, ce qu'on appelle un système unitaire. Puis quand il y a trop d'eau en même temps, pour éviter que ça refoule dans les maisons, il faut que l'eau sorte à quelque part, là. Donc, il y a un trop-plein, ce qu'on appelle une surverse. C'est quand que l'eau va être déversée directement dans la rivière. Donc, c'est vraiment un mélange d'eau de pluie et d'eau non traitée, là. Puis ça, je le répète, ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle à Montmagny, là. On en retrouve, c'est à travers la province, là. Si jamais ça vous intéresse, là, il y a Fondation Rivière qui a produit une cartographie de ces déversements-là par municipalité depuis 2017. Donc, on peut aller voir ça là, si jamais les gens sont intéressés à la maison, là. Ouais. Est-ce qu'on est obligé souvent de déverser ces eaux-là dans nos cours d'eau? Localement, je parle de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ma région, là. Oui. Je vous dirais, les derniers chiffres qu'on a en 2021, de mémoire, je crois que c'était 25 déversements. Là, c'est sûr que j'ai pas les détails à l'ampleur, la durée des déversements et tout, là. Mais c'est quand même une diminution là, par rapport aux dernières années. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis pourquoi qu'on veut travailler là-dessus aussi, là, c'est qu'avec les changements climatiques, ça va tendre à augmenter, là. Parce que les changements climatiques, on va avoir des périodes de pluie moins fréquentes, mais plus intenses. Donc, plus d'eau en même temps dans le système, là. Donc, c'est pour ça qu'on veut commencer à travailler tout de suite là, sur cette problématique-là. OK. Donc, ce que je comprends, le conseil municipal est sensible à cette situation-là. Absolument. C'est quoi l'objectif des ateliers? Donc, l'objectif des ateliers, comme je disais, c'est vraiment de sensibiliser la population à cette problématique-là, de présenter c'est quoi les solutions aussi, parce qu'il existe une panoplie de solutions pour aider à diminuer les quantités d'eau dans les systèmes d'égout en temps de pluie. Et par la suite, c'est vraiment de voir avec la population qu'est-ce qui devrait être fait dans notre ville. Donc, c'est vraiment un plan d'action concret que la municipalité là, va pouvoir appliquer là, par la suite dans les prochaines années, là.
Vous dites qu'il y a plusieurs solutions, entre autres. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a, il y a des solutions plus simples comme les plus populaires, là, je dirais, là, ceux que les gens connaissent. On a le fameux baril de pluie. Donc, ça, c'est vraiment un baril qui permet de récolter les eaux des gouttières. Puis après, on peut utiliser cette eau-là dans notre jardin, par exemple. Sinon, on a... La solution vient pardon, de la population. Là. Oui, ben, en fait, il y a les deux. Il y a les solutions de la population comme les barils de pluie. Il y a le débranchement des gouttières aussi. Donc, éviter d'envoyer l'eau des gouttières directement dans son entrée de garage, par exemple, là, de dévier ces eaux-là sur une surface gazonnée. Mais il y a des solutions qui coûtent plus cher, mais qui sont aussi efficaces. Là, par exemple, on a des aménagements horticoles comme les jardins de pluie. Donc ça, c'est vraiment des aménagements qu'on va venir mettre à des endroits stratégiques pour récolter l'eau et favoriser son infiltration dans le sol pour éviter justement qu'elle se retrouve dans les égouts. Là. Oui. Vous avez un échéancier. Un échéancier pourquoi? Parce que vous parlez de janvier à mars 2023. Oui. Pourquoi un échéancier pour consulter la population ou mettre un plan d'action en avant? Oui, bien en fait, ce qu'on veut obtenir pour mars, là, c'est vraiment le plan d'action. Là. Donc, par la suite, la municipalité va être outillée pour se dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puis maintenant, on sait qu'est-ce que la population est prête à faire aussi. Là. Donc, c'est vraiment pour donner un outil, finalement, à la municipalité. Puis, il y a un deuxième volet aussi qui va être plus de notre côté. Là. On va offrir une modélisation. C'est un gros mot, là, mais en fait, c'est plus pour donner des pistes de solutions à la municipalité pour dire, bon, bien, voici sur votre territoire les endroits qui sont plus problématiques pour le ruissellement de l'eau. Donc, vous pourriez mettre des choses en place à tel endroit, là. Donc, après le plan d'action et cette cartographie-là, finalement, là, la municipalité va être bien outillée là, pour agir. Bruno, je vous pose toute une question, mais oui. Est-ce que par ces actions-là ou par les solutions qu'on pourrait trouver, on pourrait en arriver à un moment donné, excusez-moi, on pourrait en arriver à un moment donné qu'il n'y ait plus de déversement de cette eau usée-là dans nos cours d'eau? Est-ce qu'on peut être réaliste, mais aussi optimiste par rapport à ça? Je crois qu'on peut l'être. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, par exemple. Là. Ça va prendre énormément de temps. De là arriver à zéro déversement, ça serait difficile, je pense. Là. C'est quand même c'est une réalité dans nos villes. Là. On a beaucoup de surfaces qui sont imperméables. On ne pourra pas toutes les enlever. C'est certain. Il faut être réaliste aussi. Là. Donc, il va toujours avoir du ruissellement urbain, mais l'important, c'est d'agir le plus possible. Donc, c'est ça. Ouais. Bon, on parle d'une consultation publique parce que le conseil municipal a été éveillé à ça. Il n'y a pas de spécialiste que je connais sur le conseil municipal. Est-ce que c'est vous qui avez sensibilisé le conseil municipal à cette situation-là actuellement? Ben oui, en fait, c'est nous qui a approché la municipalité là, avec le projet qu'on proposait, puis la municipalité a tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. Là. Puis il y a un point que je voulais rajouter aussi pour les ateliers. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin d'être un spécialiste de la gestion de l'eau. Là. On veut vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui participent là, aussi. Je tenais à le préciser. OK. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ces ateliers-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous dites qu'on n'a pas besoin des spécialistes dans la gestion de l'eau, mais il va se passer quoi, là? Admettons, je sais pas, moi, il y a une cinquantaine de personnes qui se présentent. Il se passe quoi? Bien, c'est sûr que le premier atelier, ça va être plus de donner de l'information parce qu'on veut que tout le monde parte sur la même base. Donc, la problématique, les solutions possibles. Puis ensuite, ça va être vraiment des ateliers de travail. Donc, on va travailler en groupe de travail pour réfléchir ensemble, OK, qu'est-ce qu'on est prêt à faire réalistement, là, parce qu'il y a des choses qui sont plus... je dirais qui sont plus coûteuses. Il y a des choses qui demandent plus d'efforts de la population. Donc, c'est vraiment de voir ensemble, là, de réfléchir ensemble, finalement, là, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que population. Là. Donc, ce que je comprends, il y a des solutions, là. Oui, oui, ça, c'est certain qu'il y en a des solutions. Là. Oui. OK. Cet atelier-là, c'est le 27 janvier que vous m'avez dit? C'est le 24 janvier. Oui, c'est le 24 janvier à la bibliothèque de Montmagny à 6 heures. Okay. Donc, on va accueillir les gens dans la salle au deuxième avec...
Mais ça, c'est une séance d'information. Autrement dit, l'information que vous me donnez aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire avec les gens pour dire exactement ce qui se passe avec le surplus d'eau. Oui, exactement, c'est ça. Donc, on va donner de l'information un peu... on va avoir un petit peu plus de temps pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais, je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ce qui se passe actuellement en Californie, l'eau va où? Vous voulez parler parce de... Parce que là, les fortes inondations qu'il y a actuellement, l'eau, elle va où exactement? Dans l'océan? Drôle de question, mais on regarde ça, on se demande où toute cette eau-là va. Ah, c'est une bonne question. Je ne suis pas très au fait de ce qui se passe présentement en Parce Californie. qu'on a des inondations, nous aussi. On vit la même situation. Oui, mais c'est une bonne question. Là. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, là, donc je vais... Je suis très sensible à ça. Et j'espère que les gens vont participer. C'est le 24 janvier. Oui. C'est à la bibliothèque de Montmagny. C'est à 18h. Oui, à 18h. OK. Oui. Et on va vous donner toute l'information. Puis après ça, on pourra s'inscrire à des ateliers qui vont se tenir, ce que j'ai compris, jusqu'au mois de mars. Oui, exactement, c'est ça. Tenez-nous au courant des développements. Moi, je suis très fasciné et j'attache beaucoup d'importance à ce sujet-là. Puis, on est content de savoir que vous existez. Alors, faites-nous connaître là, de plus en plus ce que vous faites sur notre territoire, parce que je trouve ça important que vous soyez là. Oui, bien, ça va nous faire plaisir de revenir pour d'autres sujets. Je vous rappelle, 24 janvier, à la Bibliothèque de Montmagny, à 18h, cette rencontre très importante, à savoir ce qu'on fait avec nos surplus d'eau. Donc, c'est l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, Bruno Fortin, qui est chargé du plan directeur de l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dans un moment, on se déplace du côté du terrain de Balmol de l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot, juste derrière l'école, puisque un peu plus tôt cette année, Patrick Vachon, Yvon Lévesque et Jean-François Caron nous ont donné rendez-vous à cet endroit pour parler de la renaissance du terrain de balle de l'école Louis-Jacques-Cazot grâce à un don de M. Jean-François Caron. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Fringues et futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On aime ça, on a des bonnes nouvelles ce matin pour vous. Et pour en parler, vous l'aurez reconnu, hein, quand on parle d'Yvon Lévesque, on parle de baseball d'habitude. Hein? Bonjour! Oui, bonjour. Yvon Lévesque, tu as des bonnes nouvelles pour nous pour le baseball. Ben oui, ben déjà au point de départ, j'ai Jean-François qui a investi.
Il s'est même permis de nous faire un beau don de 5 000 $ au baseball mineur pour d'achat d'équipements. J'ai commencé de toute façon à renouveler certains équipements. Et puis, en plus, il va s'impliquer dans toute la rénovation de ce terrain qui est ici présentement. Et Bien, puis, si tu permets, on va lui parler. oui. Jean-François Caron, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer ici? Bien, premièrement, moi, je suis un gars de Montmagny. J'ai fait mes études à Montmagny, j'ai investi à Montmagny, j'ai fait du sport à Montmagny. Puis, je pense que là, je suis rendu à une étape où il faut redonner. Puis, le sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour les jeunes. C'est un mode de vie. Si tu fais du sport, tu vas bien réussir dans la vie. Alors, je ne voyais pas pourquoi je suis capable de le faire. La vie a été bonne, alors je redonne. Puis, tout ça aussi pour rendre hommage un petit peu à mon père qui nous a forcé à faire du sport et à jouer à la balle. Alors, c'est un ensemble de raisons. Puis, je connaissais Yvon. J'ai joué pour Yvon. Puis, c'est lui qui nous a fait jouer au baseball. Alors, aujourd'hui, je suis rendu là. D'accord. On va investir dans le baseball mineur. Je participe aussi avec la ville pour la rénovation de ce terrain-là. Puis, moi, je peux vous dire que si le projet fonctionne bien, eh bien, ça sera à Yvon et à son équipe d'en avoir d'autres, de venir soumettre et tout. Oh, ça, on aime ça. Merci beaucoup. Bien, j'en viens de le dire, il va y avoir rénovation de ce terrain qui est situé juste derrière l'école Louis-Jacques Cazot. Patrick Vachon peut peut-être nous donner plus de détails. Ça va commencer quand, les rénovations, et ça va être quoi? Nous, ça, on parlait un peu avec Yvon juste avant d'arriver, justement. On regardait un peu c'est quoi les besoins au niveau du terrain. Ce qu'on va faire, c'est vraiment tout ici l'avant-champ. Là. On va le faire soit en sable ou en terre plus rouge, là, dépendamment de ce qui va fonctionner le mieux. Pour vraiment là, tout ce qui est de gazon, là, qui est désuet, qui a poussé avec le temps. On va racheter tout ce qui est but. Pour avoir des bonnes distances pour le baseball récréatif. On a des petites réparations de clôture, on va racheter des bancs aussi. On va te faire une petite piste autour du terrain aussi en poussière de pierre. Des petites rénovations au niveau de l'électricité. Il manque pas grand-chose au terrain pour être fonctionnel, mais il manque un petit peu d'amour. Là. Donc on est super content d'avoir une aide financière là, pour aider le baseball mineur, puis pour nous aider aussi à faire une petite rénovation du terrain ici, qui appartient à l'école, mais qui nous ont permis là, de pouvoir faire une rénovation pour qu'il soit utilisé par le baseball mineur, mais aussi les étudiants là, en semaine là, qui pourront l'utiliser. Là. Et tout ça, ça se met en branle quand? Nous, on va lancer l'appel de projet là, pour les entrepreneurs, donc ça va se faire dans les prochaines semaines. Là. C'est difficile de donner une date aujourd'hui, mais c'est ça, on va tout évaluer les besoins, puis on va donner ça en contrat là, par la suite là, pour faire le terrain ici, là, faire les réparations nécessaires. Et qu'on aime ça. Mais Yvon, vous m'avez dit que vous aviez d'autres bonnes nouvelles. Oui, j'ai d'autres bonnes nouvelles, à savoir que la semaine passée, j'ai brassé la cage avec BMR Dinaco, qui s'appelle maintenant Aventis. Et puis, à la fin du compte, on m'a référé à la pocatière au bureau de chef. Et j'ai eu un téléphone vendredi matin, comme de quoi, qu'il nous donnait un kit à monter d'un cabanon pour mettre tout notre stock estival de 10 par 12 pieds. Et vous allez le mettre ici pour ce terrain-ci, là? On va le mettre ici à l'arrière, probablement, à un endroit spécifique ici, là, avec entente avec la ville et l'école Louis-Jacques Cazot concernant ce kit. Qu'est-ce que vous espérez avec ces investissements-là pour le terrain de baseball? C'est d'augmenter le nombre de jeunes parce qu'ils sont très bien avec nous. Ils sont gâtés pour ça. Parce que déjà, on a commencé à les gâter un peu. Mais c'est des jeunes qui écoutent très bien. Puis déjà, avec ce qu'on a vu dimanche comme performance, autant chez les 5, 6, 7, 8 ans ou les plus vieux, les 10, 11, 12, ça a été déjà formidable. Ça va l'être tout l'été, formidable. Oui, parce que la saison est déjà débutée, là. Oui, c'est débuté. Ah oui. Puis tous les jeunes avaient hâte d'embarquer sur le terrain, de faire connaissance avec le lance-balle. Tu sais, les nouveaux, on leur présente le lance-balle, hein, puis les yeux... les yeux regardent ça en voulant dire, veux-tu me dire quelle sorte de bébite que c'est? Hein? Mais la balle arrive toujours dans le centre du marbre. Alors, c'est pas dangereux pour aucun jeune qui va frapper durant une partie de balle. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire si jamais on vient de se rappeler qu'on aime ça, le baseball? Il n'est jamais trop tard. Même l'année passée, en plein milieu de saison, on a inscrit 2 nouveaux qui venaient voir ça. Puis qu'à la fin du compte, on voulait jouer. Moi, c'est pas long. Amène-moi ça à telle heure, dimanche matin. J'habille ça en joueur de baseball. Let's go, on embarque sur le terrain avec les autres. Et c'est à partir de quel âge? J'en ai 2 de 5 ans cette année. Mais un petit bonhomme, entre autres, qui s'appelle Louis Fortin. Ce petit bonhomme-là, il écoute. C'est l'enfer déjà à son âge. C'est vraiment formidable.
Puis il va avoir un bon bras pour ça. Mais moi, je suis très exigeant au niveau technique. Parce qu'on sait que la force centrifuge du corps humain, c'est le bassin et les hanches. Comme au golf, au tennis. Alors, il faut aller chercher cette puissance-là. Jean-François a passé par là, lui. Ah oui, il a connu ça, il a passé par là. C'est les mêmes techniques dans le temps que je leur enseignais à eux autres. Est-ce que vous vous souvenez des techniques? Ah oui, pas mal, oui. ça se perd pas, hein? Non? Non, le baseball, c'est comme aller à vélo, puis ça se perd pas. Non, on se souvient de tout ça. C'était des beaux moments. En tout cas, ça passait les journées, je peux vous dire ça. C'était bon. On va le souhaiter à plusieurs jeunes encore. Vous avez encore une autre surprise. J'ai une autre surprise. Mais celle-là, Jean-François, c'est avec beaucoup d'amour que je tiens à te remettre ça avec toutes les signatures qu'il y a à l'intérieur. Merci, gentil. On va être là. On va venir voir ça. Merci, Yvon. Oui. Ça me fait très plaisir au nom des jeunes et au nom des parents. OK? Merci mille fois. Bien, vraiment une belle annonce. C'est conjoint avec la Ville de Montmagny, M. Jean-François Caron et Yvon Lévesque. Donc, c'est un plaisir de vous faire ce plaisir-là, justement, là, de vous offrir ce beau moment. Et on vous invite à venir voir les jeunes jouer au baseball. Ben oui, qu'ils viennent voir. Puis je suis certain qu'ils vont vouloir jouer. C'est certain. C'est une invitation. Ah oui. Et on aime ça, les bonnes nouvelles. On vous propose maintenant une entrevue réalisée ce printemps pour la mi-carême. Vous connaissez bien sûr la mi-carême qui se déroule du côté de l'île aux Grues. Et Édith Rousseau nous a donné plus de détails. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. Vous n'êtes pas là pour en voir tous les bienfaits,
mais votre don fait du bien. Centraide aide 225 organismes. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. D'événements-là, je vous parle de la mi-carême et surtout, c'est Édith Rousseau qui nous en parle de la mi-carême aujourd'hui. Elle est technicienne en tourisme pour les Laugrue. Bonjour. Bonjour. Bien, je voulais qu'on commence avec une petite histoire justement de ce qu'est la mi-carême. La mi-carême, en fait, ça vient d'une ancienne tradition française. À l'époque, c'était célébré un petit peu partout au Québec. Et nous, on a conservé ici à l'île aux Grues cette tradition-là. Et ça consiste en quoi? C'est qu'un petit peu dans le principe du Mardi Gras, les gens vont se costumer, vont passer de maison en maison dans l'objectif ultime de ne pas se faire reconnaître. Et c'est une fête qui est encore célébrée au Québec à certains endroits. Je pense entre autres à Fatima aux Îles-de-la-Madeleine, à Chétican et à Natashquan. Donc ici à l'île aux Grues, on l'a conservé également. Et ça dure vraiment une semaine complète. Donc c'est toujours la deuxième semaine de mars pleine. Donc, du lundi au samedi, les gens vont passer dans les maisons dans le but de pas se faire reconnaître, vont faire la création de costumes. À l'époque, c'était plutôt, on disait une fête religieuse parce que c'était un moment où ils mettaient un peu une trêve dans la période d'abstinence et de jeûne. Donc, c'était l'occasion de fêter, de se réunir, de profiter d'un peu de la nourriture auquel on n'avait pas le droit dans la période du jeûne dans le temps. Et c'est vraiment une fête qu'on disait à l'époque plus religieuse, la religion catholique qui, au niveau du carême, donc ça brisait un petit peu le carême en deux. Donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, sur l'île, eh bien, nous, on a conservé cette tradition costumée-là. C'est sûr qu'avec les années, je peux vous dire qu'il y a eu une évolution. C'est plus vraiment une fête qui est, oui, c'est traditionnel, mais c'est un petit peu moins sévère. Donc, on a quand même conservé un costume traditionnel qui conserve la mitre d'évêque et c'est un peu le lien qu'on fait avec le côté religieux de la fête. Donc, en gros, la mi-carême, c'est un peu le résumé de son histoire. Vous êtes capable de remonter jusqu'à où pour dire que c'est à peu près cette année-là que ça a débuté à l'île aux Grues? À l'île aux Grues, moi, selon les informations que j'ai, c'est une fête qui a été célébrée un peu quasiment depuis le début de la colonisation, pas toujours sous la même forme. Les gens, à l'époque, quand ils faisaient la mi-carême, ils portaient des vieilles poches de juste et tout ça. Ça l'a arrêté en 1960 et ça l'a recommencé en 1976. Donc, je peux dire que depuis 1976, ça l'a pas arrêté, mis à part le temps du COVID, bien sûr, mais ça l'a pas arrêté, dans le fond, ici, depuis cette année-là. Donc, si on peut se fixer une date que nous, c'est à partir de 1976 que la mi-carême se fait sous la forme actuelle, disons. Oui, parce qu'on sait que les fêtes religieuses sont beaucoup moins suivies, donc on a moins besoin d'une trêve pour le carême en créant la mi-carême. Alors, de quelle façon est-ce que cette fête-là s'est transformée chez vous là, pour aujourd'hui? C'est sûr que à la longue, les gens ont mis un petit peu plus d'énergie dans la confection de costumes. Je vous mentirai pas qu'on a beaucoup de talent au niveau des couturières de l'île. Les gens qui présentent des costumes vont présenter des costumes qui sont vraiment somptueux. Et on va mettre beaucoup d'énergie dans la mise en scène et tout ça aussi. Et puis, c'est vraiment une grande fierté ici sur l'île, la mi-carême. Donc, c'est un peu l'évolution qu'on a eue à travers les générations. Dans le temps, les gens faisaient leur musique, donc ils jouaient de l'accordéon, du violon, de l'harmonica, et c'est sûr qu'à la longue, on a eu les fameuses cassettes. Après ça, avec la mise en scène, est venu les fameux CD, et maintenant, on voit même l'évolution de ça à travers les générations. Les gens vont arriver avec leur lecteur de musique, leur Bluetooth et tout ça. Donc, c'est le fun de voir qu'à travers les différentes générations, on a su s'adapter, je dirais. Là, on s'inspire, les costumes sont inspirés d'un peu de tout. Ça peut être la télévision, une image dans un magazine, ça peut être un petit peu n'importe quoi, jusqu'à des choses récentes, des émissions qui sont populaires et tout. Donc, c'est vraiment un peu, je vous dirais que moi, mon équipe, on a des idées pour les 20 prochaines années, donc ça, c'est pas un problème. Donc, on met beaucoup d'énergie là-dedans, puis c'est vraiment notre fierté de conserver cette tradition-là. Donc, on essaie de s'adapter vraiment pour que ça continue, on n'a pas le choix.
Bien, vous avez utilisé le mot équipe, donc j'ai l'impression que c'est le même groupe qui, d'année en année, va créer ses costumes ensemble. Comment vous faites pour ne pas vous faire reconnaître à ce moment-là? C'est sûr que la mi-carême, ça dure une semaine. Donc, je vous dirais qu'au début de la semaine, on essaie de mélanger un peu parce que le nouveau costume de l'année qui a été préparé en secret plusieurs semaines et mois avant l'événement, ben, ça va être le samedi qu'on le sort. Mais durant la semaine, le samedi ou le vendredi, ça dépend des équipes, là, on va essayer de mélanger les gens, on va passer la mi-carême avec des personnes qui ont le fait moins souvent, etc., etc. C'est sûr que la fin de semaine, c'est un peu moins pour pas se faire reconnaître plutôt, mais c'est plutôt pour montrer la création, la nouvelle cuvée de l'année, dans le fond. Vous commencez ça, là, vous l'avez dit, vous avez des idées pour les 20 prochaines années, mais vous commencez ça à peu près à quel moment, la confection des costumes, la création et tout ça? Certaines équipes vont commencer seulement en janvier. Mon équipe, on a commencé un petit peu cet automne. C'est sûr qu'on a des réunions, on se décide, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année, pourquoi, comment qu'on fait ça, c'est quoi le budget qu'on va mettre, parce qu'il n'y a pas de sous, là. Les costumes appartiennent aux personnes qui veulent bien les présenter. Donc, on fait la confection, on travaille là-dessus plusieurs heures en dehors de nos vies de famille puis de notre travail. Donc, c'est ça, on travaille ensemble. Moi, mon équipe, par exemple, on est ensemble depuis 2004. Donc, on est à peu près toujours la même gang qui va se suivre d'année en année. Il y a des gens qui ont des collections, c'est extraordinaire. Il y en a qui ont 80 costumes dans leur grenier, là. C'est vraiment, c'est comme une forteresse, là. Oui, c'est ce que j'étais pour dire. Vous devez avoir des costumiers extraordinaires, chacun chez vous, là. Ça, je me demandais, j'ai dit, c'est quand même... Bon, vous êtes sur une île, vous êtes un petit nombre d'habitants quand même sur cette île-là, vous vous connaissez tous. Alors, comment un visiteur peut arriver et vivre la mi-carême avec vous? C'est pas trop fermé? Quand les gens viennent sur l'île durant cet événement-là, eh bien, c'est sûr, c'est accessible par Air Montmagny. Les gens vont aller soit dans les auberges légites, donc vont aller dans certains endroits publics qui font rentrer la mi-carême. Cette année, c'est encore le restaurant 232 Le Normand qui accueille les équipes à la fin du circuit, donc c'est pour la fête finale. Et c'est vraiment à cet endroit-là que les gens, que ce soit au gîte Vents et Marées aussi cette année, les gens vont pouvoir se réunir là pour voir les mises en scène. Donc, les équipes, comment ça se passe? C'est qu'ils vont arriver à tour de rôle dans les endroits qui reçoivent la mi-carême, vont cogner à la porte, vont donner la musique qui vont avec leur mise en scène d'équipe. Et par la suite, donc, ils vont rentrer, ils vont faire leur petite danse, leur chorégraphie. Après quelques tours, s'ils sont reconnus ou pas, vont se démasquer. Et par la suite, bien entendu, donc, il va y avoir, on peut aller chercher les visiteurs pour danser. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de la fête, le mystère. C'est ce qui rend un petit peu le côté mystérieux là, de cette belle tradition-là. Donc, vous aimez ça, là, avoir des visiteurs qui vont voir la mi-carême, qui vont la vivre avec vous? Oui, absolument. Absolument. J'aimerais qu'on revienne sur comment ça va se passer pendant la semaine, parce que là, on vient de parler là, du samedi, là, le gros show final, si je pourrais dire. La grosse soirée. Mais tout au long de la semaine, vous l'avez dit, vous passez de maison en maison avec des costumes différents. Comment ça s'organise, tout ça? Tout dépendamment des gens, selon l'intérêt, les gens vont dire, bon, ben moi, je vais la faire plus le lundi puis le mercredi, par exemple. Ben, c'est plutôt des appels de dernière minute. Bon, à soir, est-ce qu'on présente ce costume-là? Tel autre soir, on va s'organiser avec notre gang de la job. Ou d'autres soirs, bon, ben je vais passer avec lui, je le passe pas souvent, les gens me reconnaîtront pas parce que les gens surveillent les démarches, les façons, les souliers, les façons de s'habiller. Donc, on essaie de mélanger un petit peu ceux qui... Parce que ça prend autant de gens qui la regardent et des gens qui la passent. Mm-hmm. Donc, ça prend vraiment les deux. Alors, c'est ça. On essaie un petit peu de changer notre démarche. Les gens vont mettre comme des sacs de vidange ou vont mettre les rideaux sur leurs fenêtres pour empêcher de voir qui arrive. On va se masquer en avant de la porte, puis on va rentrer dans les maisons. Donc, tout dépendamment, c'est vraiment au choix des personnes. C'est à tous les soirs que ça se termine au 232 Le Normand, au restaurant au centre du village. J'avais noté, dans le fond, le nombre de maisons cette année. On a quand même une belle participation de la population. Ça avait été un petit peu plus frileux, je vais le dire comme ça. L'année passée, c'est sûr, on était encore en restriction
restrictions pour le COVID et tout. Donc, cette année, il y a quand même plusieurs maisons. Il y a 4 maisons qui font rentrer la mi-carême tout au long de la semaine. Et la fin de semaine, on a jusqu'à 6 places à faire dans le circuit. Donc, il peut y avoir plusieurs groupes. Les gens vont venir de l'extérieur, les familles et tout. Donc, ils vont passer de maison en maison avec leur musique, leur mise en scène et ils vont terminer à cet endroit-là, toujours dans l'objectif de ne pas se faire reconnaître et d'avoir du plaisir, bien entendu. Quand on lit sur l'histoire de la mi-carême, on dit que vous passez de maison à maison et que vous êtes attendu avec un petit coup d'alcool et de la nourriture à chaque endroit. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, contrairement à l'Halloween, je vous dirais, au lieu de donner des bonbons, ils vont donner une petite consommation. Donc, on a toujours notre chauffeur attitré pour ça. C'est bon. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient vivre la mi-carême, c'est possible encore pour cette année-là? Oui, je crois qu'il reste des places à certains lieux d'hébergement, tels que le gîte Vents et Marées. On a également l'auberge Maison du Grand Héron, qui, eux aussi, vont accueillir pour cette fête-là. Donc, il y a vraiment comme 3 places public, je vais le dire comme ça, où on peut aller voir les groupes, sinon c'est dans des maisons privées. Puis vous savez, les logos, c'est vraiment le bouche à oreille qui est la meilleure publicité. Mais si les gens veulent venir aussi dans le jour, on peut visiter l'exposition à certains moments. Les gens peuvent venir, il y a de la restauration sur place, peuvent venir faire du plein air, la marche de la raquette. Donc c'est intéressant de venir durant cette semaine-là aussi pour d'autres activités que la mi-carême. Et en soirée, c'est vraiment là que ça se passe. Et si ce n'est pas cette année, c'est possible de le programmer pour l'année prochaine, bien sûr, parce qu'on sait que Absolument, c'est toujours la 2e semaine de mars. Et voilà, c'est quelque chose de simple et d'apprécié. Merci beaucoup, Édith Rousseau, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une belle mi-carême, donc du 13 au 19 mars du côté de l'île aux Grues. Édith Rousseau, elle est technicienne en tourisme à l'île aux Grues. Merci encore. Merci. CMA TV est en vacances et tout au long de l'année, vous le savez, avec les Arts de la scène, on a la chance de rencontrer des artistes qui viennent en spectacle ici. On vous propose différentes rencontres tout au long des 3 semaines des vacances de CMA TV. En voici une dans quelques instants en compagnie de l'humoriste Phil Roy. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À mon avis, je l'ai découvert dans SNL Québec. Ça fait quand même un petit bout de temps, mais oh, quelle découverte! Phil Roy est avec nous aujourd'hui. Bonjour! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super bien, super bien. Alors, merci de me recevoir. Ben, merci à vous de vous porter, de vous plier au jeu parce que, bon, le spectacle, c'est le vendredi 3 février. Vous allez être de passage à Montmagny. C'est pas votre premier passage à la salle Edwin Bélanger, mais vous venez nous présenter un 2e spectacle en solo qui s'appelle Filou. Et je ne sais pas si c'est une impression, mais je vous sens plus mature, plus abouti. Ben oui, je pense que comme n'importe quel être humain, et dans ce cas-là, artiste, mais je pense que comme n'importe quel être humain, j'ai évolué. Je pense que je suis pas le même gars, donc je suis pas le même artiste, je suis pas le même humoriste que j'étais il y a 6 ans. Quand j'ai sorti mon premier spectacle solo qui s'appelait Monsieur, qui était plus dans vouloir me présenter, puis qui touchait quand même la corde de la nostalgie, puis avec mon numéro sur le secondaire, mon numéro sur peu importe, mais là, tu sais, c'est un spectacle qui parle plus de la famille, qui est plus dans l'analyse plutôt que dans vouloir faire rire à tout prix. Tu sais, je dis souvent que Filou n'a pas été écrit dans le but de faire rire en premier. Il a été écrit dans le but de dire quelque chose puis de raconter une histoire. Puis comme j'ai décidé de m'en servir dans un spectacle d'humour, ben là, je l'ai rendu drôle. Tu sais. Mais à la base, c'était pas j'ai cette joke-là puis ce numéro-là, puis là, je vais les mettre ensemble puis essayer de voir ce qui va se passer. Fait que c'est plus comme donc, ça. Vraiment, quand vous avez écrit le spectacle, c'est ça. Quand vous avez écrit ces textes-là, c'était pas nécessairement pour le spectacle. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment dans le but j'avais envie de raconter quelque chose, j'avais besoin de m'exprimer sur tel sujet. Puis il y a des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient en dedans de moi, puis que j'avais besoin d'extérioriser. Puis j'y suis allé par le biais de l'humour puis de l'écriture. Fait que, ouais. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, moi je dis souvent que soir après soir, c'est une thérapie. Puis là, on dirait que toutes les fois que je dis ça, je trouve que c'est peut-être la moins bonne façon de vendre un show d'humour. Je vous jure que c'est drôle, là. C'est pas une affaire où on pleure, puis on ressort, puis on fait comme ce gars-là a donc bien besoin d'aide ou il a donc bien cheminé. Mais
moi, soir après soir, j'ai comme l'impression d'extérioriser des affaires par le biais de l'humour, puis les gens qui sont dans la salle, j'ai envie de dire que c'est unanime, que c'est un spectacle qui est très drôle, mais je pense aussi que c'est un spectacle qui est vrai. Je pense, c'est pour ça que je dis ça. Fait que, ouais. Bien, ça donne le goût de le découvrir, le spectacle, de la manière que vous en parlez. Je vous avais entendu en entrevue à d'autres endroits aussi. Je m'étais dit, ça doit vraiment être un spectacle qui est fignolé parce que ça s'appelle encore un spectacle d'humour, justement. Et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous en parlez aussi. Il y a beaucoup de sentiments dans tout ça. Oui, c'est un spectacle que, tu sais, j'ai vraiment écrit avec mes tripes puis mon cœur. Puis c'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est le fun de voir qu'on peut se servir de notre art pour nous faire du bien. Tu sais, souvent, après les spectacles, on va entendre « Hey, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment ri, j'ai oublié mes problèmes le temps d'un spectacle. » Que ce soit un film, un spectacle de danse, de théâtre, d'humour, ou peu importe. Mais là, souvent, moi, je réponds « Hey, tu sais quoi? Moi aussi. Moi aussi, ce soir, ça m'a vraiment fait du bien. » Puis je suis comme content que le privilège que le public m'octroie soir après soir, qu'eux me disent « Ce soir, c'est toi qu'on a envie d'écouter. » Puis ce que tu nous dis, on l'accepte, puis ça nous rejoint, tu sais. Fait que ça, c'est toujours bien, bien gratifiant. Puis en plus d'entendre les rires, ben ça fait que mon côté d'humoriste qui a envie puis qui a besoin de faire rire, il est comblé aussi, mais l'humain en arrière de ça, puis c'est pour ça que le show s'appelle Philou. Le petit Philou aussi, il a envie de dire des affaires, puis ça, je trouve ça vraiment le fun d'avoir autant d'oreilles attentives à ce que j'ai envie de dire, tu sais. J'ai l'impression que le public a une réaction différente à ce spectacle-là. Là, ce que je veux dire par là, c'est quand il vous contacte par la suite, ça semble très, très différent ce qu'on va aller vous dire. Est-ce que c'est possible? Oui, vraiment. Tu sais, à la fin du premier spectacle, j'avais souvent des « Hey, c'était vraiment drôle, puis merci pour la soirée. » Puis là, j'ai beaucoup des... J'en ai encore des « C'était drôle », mais j'ai beaucoup des « Merci de parler de tel sujet, merci d'aborder ça. » Puis là, les gens vont partager, vont se confier à moi de « Hey, moi aussi, j'ai une période plus creuse. » Ou « Moi aussi, je me pose des questions par rapport à tel sujet. » Tu sais, puis tu sais, autant la santé mentale, autant que le deuil, autant que les questionnements qu'on peut avoir, autant que la personne avec qui je veux fonder une famille, c'est-tu la bonne? Hey, moi aussi, mon père ou mes parents, c'était pas toujours évident. Puis là, quand tu as dit telle chose, je me suis tellement vu là-dedans. J'ai comme l'impression que ce spectacle-là, il résonne peut-être un peu plus. Puis encore là, c'est bien humblement que je dis ça. J'ai pas la vocation de dire « Venez voir le spectacle et soyez transformés ». Mais c'est vrai que ça, ce sont des commentaires que je reçois et que j'étais pas habitué de recevoir suite à un spectacle d'humour. Fait que ça, pour moi, c'est bien, bien nouveau puis bien, bien touchant aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire pour les spectacles à venir aussi? Est-ce que c'est un tournant un peu dans votre écriture? C'est une bonne question. Je pense que le prochain spectacle va se dessiner par lui-même, puis on verra. Après ça, je pense que je me suis juste rendu compte que la vérité, ça peut vraiment bien rimer avec spectacle d'humour. Chose que j'aurais pas cru peut-être possible il y a 6 ans quand j'ai sorti mon premier spectacle. Fait que c'est sûr que là, je serais pas gêné ou timide ou apeuré d'utiliser la vérité comme point d'ancrage pour un prochain spectacle. Après ça, est-ce que je vais en faire un leitmotiv à chaque fois? Je ne sais pas. Je verrai quand je serai rendu à écrire un prochain spectacle. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, personnellement, ça me donne vraiment le goût d'aller vivre ce spectacle-là et d'aller vous voir. Ce sera le vendredi 3 février prochain, 20h, à la salle Edwin Bélanger. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur billet, je vous invite à faire rapidement et à aller découvrir ce deuxième spectacle de Phil Leroy. Merci beaucoup, Phil Leroy, d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. C'était vraiment le fun. Puis à très bientôt. À bientôt. Bye. D'un humoriste, on passe au musée. Une certaine forme de musée, un très bel endroit à découvrir qui est la chapelle des processions du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Je me suis entretenue avec Michel Saunier. Saint-Jean-Port-Joli a un nouvel espace d'exposition depuis le 20 mai dernier. Nous sommes du côté de la chapelle des processions à Saint-Jean-Port-Joli en compagnie de son nouveau propriétaire, Michel Saunier. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Saunier, vous êtes avant tout sculpteur et vous avez repris l'espace. Pouvez-vous nous parler un peu de cette histoire particulière de cette chapelle des processions?
Bien, la chapelle des processions, l'historique, c'est que ça servait une fois par année, puis on partait de l'église, puis avec les petits cierges, on se rendait à la chapelle, puis là, il y avait l'office devant la porte. Et puis, cette chapelle-là, elle a été construite en 1890. Il y en avait une plus ancienne, 1820, en bois, qui a brûlé. Donc, celle-ci, elle est plus récente. Et depuis, je ne sais pas combien, peut-être une trentaine d'années, il n'y avait plus de procession comme telle. Ça appartenait à la fabrique. Et puis, c'était un peu laissé en déclin, là. Et ils ont eu l'idée, la fabrique, ou plutôt peut-être le clergé, en tout cas, ils ont eu l'idée de vendre la chapelle. Et puis, il y avait un prix de base. Et puis moi, étant donné que je suis propriétaire de la maison voisine, ça a été construit par le même architecte que la chapelle, c'est un ensemble patrimonial vraiment intéressant. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je mette la main sur ça. C'est que j'ai fait tout mon possible pour assembler la somme nécessaire. J'ai fait un projet aussi, j'ai demandé une trentaine de lettres d'appui du milieu. Et puis, en garantissant que j'allais restaurer le lieu, que j'allais embellir le lieu, que j'allais pas du tout mettre ça à terre. Ce n'était pas mon objectif. Au contraire, c'était d'en faire un lieu, puis un lieu aussi pour la population, pour les artisans, les artistes locaux et d'ailleurs. Donc, on débute le projet, là. C'est la première année. Donc, vous l'avez dit, ça vient tout juste de débuter. C'est le 20 mai que ça a ouvert officiellement, que les gens peuvent venir se promener. Et jusqu'à dimanche, il y a une exposition de M. Bourgault. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, M. André Médard-Bourgault, qui est très connu, qui est c'est un monument. M. Bourgault a 82 ans. C'est le fils de Médard. Et puis, pour nous, c'était important de commencer avec une exposition d'André Médard parce que, justement, cette année, c'est le 100e anniversaire de la sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli. D'ailleurs, il y a une publication intéressante de M. Blanchette qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. C'est ça. Donc, c'est possible de parler avec M. Bourgault, d'échanger à plein de nouveaux. M. Bourgault connaît plein de choses, c'est incroyable. Il se souvient de souvenirs lorsqu'il était petit avec son père. Il a appris, lui, c'est une forme de compagnonnage dans l'atelier de son père avec ses frères et puis tout l'environnement avec ses oncles. Donc, c'est un des derniers témoins de cette époque-là? C'est un des derniers témoins, oui. Témoin le plus, essentiel, important. Ouais. Donc, vous avez décidé de débuter avec la tradition et pour le reste de l'été, c'est un peu la jeunesse qui va venir s'installer, si on peut dire. Oui, jeunesse. Il va y avoir un peu des retours aussi avec la tradition de la sculpture sur bois, mais dans l'ensemble, j'ai pas voulu, axer sur que ce soit l'art contemporain nécessairement ou la sculpture nécessairement. Ça fait qu'il y a un peu de tout. D'ailleurs, la prochaine exposition, c'est un luthier, Thierry André, mais c'est pas de la lutherie orthodoxe. C'est quelqu'un qui fait des instruments de musique formidables où la boîte de résonance ressort à l'extérieur et puis ça, il y a une sonorité. Puis là, ici, on va pouvoir tester justement cet espace là, qui est tout en bois, très élevé, où je pense que la sonorité va être formidable. Puis ça va être très, très beau, l'instrument de Thierry André. Alors, on peut peut-être continuer la programmation parce que la programmation est très chargée cet été. Il y a beaucoup de gens qui vont passer ici à la chapelle. Bien, nous, on a voulu que ça soit un feu roulant, que les gens se déplacent aux 15 jours et puis qu'ils viennent au vernissage idéalement, mais sinon rencontrer les artistes. Et puis là, on est dans une case sculpture avec, un lieu d'exposition plutôt standard, mais ça va changer. Là. Thierry André va être là à chaque jour. Ensuite, c'est Nathalie Gagnon qui va installer, qui est graveur, qui est connue. Il va y avoir une presse. Elle va travailler ici en même temps qu'elle va échanger avec les gens. Et puis, ses œuvres vont être exposées au mur. Il va y avoir ensuite une peintre qui est connue dans le secteur, qui habite maintenant à Rivière-du-Loup, qui est Chloé Giroux-Bertrand, originaire de Sainte-Louise au départ. Chloé, qui est une peintre très talentueuse. Là. Et puis, elle aussi veut faire formule, atelier, elle veut travailler sur place, elle veut rencontrer les gens. Et puis, donc, sortir de l'isolement de son atelier et puis que ce soit un moment de rencontre avec une exposition de ses œuvres sur les murs. Tania Elion, ensuite. Bon, Tania, qui est connue aussi, qui expose assez régulièrement actuellement. Et Tania, elle pensait aussi à ça, mais je ne suis pas certain. Là. Il va y avoir une exposition des œuvres faites, sur mesure par rapport au thème, par rapport à la chapelle, par rapport à l'espace entre les fenêtres en ogive.
Et puis, elle aussi veut être là pour rencontrer les gens. Elle veut même aussi inviter un musicien qui va faire de la musique, là, Bill Vincent, qui est graveur, qui passe l'été ici. Donc, ça va être animé de ce côté-ci. Claude Michaud, ensuite, je sens qu'il faut que j'accélère. Claude Michaud, qui est photographe natif de Saint-Jean-Port-Joli, qui est à Montréal depuis 30-40 ans, qui a photographié tout le monde, mais qui a fait ses œuvres de jeunesse ont été faites ici. Et puis, il va faire une formule où il va y avoir des photographies qu'il a faites lorsqu'il était jeune ici, au début de sa carrière, et puis des œuvres qu'il fait maintenant. C'est une programmation très, très variée que vous avez choisie pour cette année. Et là c'est complet jusqu'à l'automne parce qu'on fait pause pendant l'hiver. C'est ça, c'est complet jusqu'à... c'est complet. La dernière exposition va être le 28 septembre. Il va y avoir une exposition de financement le 12 octobre. On ferme et puis on reprend ensuite au printemps 2024. Hein, c'est ça, ouais. Vous l'avez dit, il va y avoir une exposition de financement. Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est vous là, qui financez tout ça. Il y a contribution volontaire, j'imagine, pour les gens qui viennent visiter? Oui, j'ai mis une petite caisse, là, puis en disant merci de nous aider à la restauration du bâtiment. Mais oui, actuellement, on n'a reçu aucune aide. Je dis on parce que c'est un projet avec ma conjointe et puis c'est un projet familial, mais on n'a reçu aucune aide, que ce soit de la municipalité, de la MRC, rien de ça. C'est pas qu'on a fait de demandes, mais pour l'instant, on y va à fond là, avec les moyens qu'on a. Donc, on investit de notre poche. Et qu'on espère que la campagne de financement va nous aider à remplir les coffres pour la suite de la restauration où on s'attaque à la clôture et au clocher l'an prochain. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. On va espérer que les gens nous écoutent, qu'ils viennent faire un tour parce que vraiment, il va en avoir pour tous les goûts tout au long de l'été. Nous sommes du côté de la chapelle des processions à Saint-Jean-Port-Joli. Peut-être l'adresse exacte? C'est le 103 avenue de Gaspé-Est. Et puis, il va y avoir aussi des projets de médiation culturelle sur la cour avec les enfants. Il va y avoir un lancement de livres. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a les expositions, mais il y a les arts visuels, mais ça touche à plein de domaines aussi. La façon de suivre votre programmation? Idéalement, c'est la page Facebook de la chapelle, Chapelle des processions de Saint-Jean-Port-Joli, tout simplement. Et puis, la programmation va être... tout va être inscrit sur ça. Là. Merci beaucoup, M. Saunier. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. C'est ce qui complète l'émission de ce lundi 17 juillet de C'est ma TV en vacances. Si vous voulez de l'information, nous sommes toujours au rendez-vous. Visitez-nous sur notre page Facebook ou encore au cmatv.ca. Demain à l'émission, rencontre avec Rénald Ouellette, maître de tradition vivante, la conférencière Danielle Henkel et aussi le danseur Lazy Legs. C'est ce qu'on vous propose à C'est ma TV en vacances. Mon nom est Marie-Ève Lamonde au nom de toute l'équipe. Bonne journée. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Never know a Sunday. Quelle est donc belle ma chanson. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95. Je m'appelle Kéliane.
J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.